Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale, fondée par Richard Moreau, collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. Justine Dill, Vaccin entre méfiance et adhésion, 2021. Jean-Yves de la CAFFINIERE, 50 ans de pratique chirurgicale. Pensée parallèle, 2021. David Leriche, Équilibre et motricité chez les personnes âgées, la liaison œil-pied, 2020. Bernard JURTH, Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie, suivi de Journal d'un voyage aux sources de l'ostéopathie, 2020. Claire Grand, Les maladies expliquées aux enfants. Microbes et compagnie, 2020. Khadija Sharawi et Antoine Biwa, Corps et traumatisme, théorie et sens de la maladie, 2018. Jean-Yves de la CAFFINIERE, La prise de décision médicale, un art ou une science, essai 2019. Élodie Petitjean et Olivier Petitjean dire Histoire de la relation médecin-malade. Analyse autour des concepts d'information, de consentement et d'autonomie du patient, 2018. Philippe LIVERNEAUX, Life Surgery. Alerte sur une pratique médicale dangereuse, 2018. Dr Jean-Marc Israël, L'information du patient en médecine nucléaire. Dire et comprendre, 2018. Gilles Damas-Froissart, Voyage à travers la psychiatrie stéphanoise 1975 à 2015, de l'envie de changer le monde à l'imagerie cérébrale, 2018. Tanguy Kervran, Féminin pluriel, Mémoire d'un gynécologue accoucheur, 2018. Julia Bonnemaison, Chirurgie de l'obésité et diététique, une spécialiste répond à vos questions, 2017. Bernard SELE, Numerus clausus, de la maltraitance des carabins au naufrage de la médecine générale, 2017. Jacques-Michel Lacroix, La médecine formatée, médecins et malades face aux nouvelles technologies, 2017. Guy Even, Les deux têtes du médecin, 2017. Aux malades et à leurs familles. À mes maîtres et instituteurs de Paris 7, Denis Diderot. Pierre Fédida, Jean Laplanche, Jacques Gaget, Yvon Bresse. À Juliette Favès-Boutonnier, fondatrice de l'UER, de sciences humaines cliniques. Au docteur Michel Abria et à ses collaborateurs, pour leur accueil. Remerciements. Je remercie Nicole Fanti, latiniste et hébraïsante, pour son travail de relecture. Sans elle, je n'aurais pas eu la force d'achever un travail commencé près des malades et de leurs familles, il y a maintenant plusieurs années. Je remercie mon éditeur pour sa confiance et toute l'équipe de l'Harmattan. À Anne pour nos promenades en bord de Seine, et la redécouverte de l'œuvre de Gustave Moreau. C'est justement pourquoi j'ai écrit ces pages. J'ai voulu décrire en vérité la condition de ces parias et la manière dont ils vivent. J'ai voulu faire entendre leur voix. On sera obligé de reconnaître que c'est une voix humaine. Simone de Beauvoir. Au lecteur. L'espérance de vie a augmenté en France, on le dit souvent. Parfois elle décroît, cas des femmes en 2012, épidémie Covid. Ce gain d'espérance de vie justifie pour les pouvoirs publics l'allongement de la durée du travail, le recul de l'âge de la retraite. Cette donnée est par conséquent une donnée statistique politique au même titre que le chiffre de l'inflation. Ces chiffres dissimulent des disparités selon les catégories socio-professionnelles, les régions, les conditions de travail, le sexe, le revenu et les conditions réelles de vie. Tout cela a été dit, commenté, mesuré par les analystes de la statistique. La part des plus de 65 ans s'accroît dans notre pays non sans conséquences sur les dépenses de santé. Mais là encore, il faut se méfier du lien direct entre le vieillissement de la population et la croissance des dépenses de santé, car tous ne vieillissent pas de la même façon et beaucoup continuent d'avoir une activité, un rôle social, dont l'utilité économique n'est pas mesurée. Ainsi des bénévoles retraités, dont les productions sont rarement comptabilisées alors que la chose est possible sur la base du SMIC.
La statistique a des biais que les statisticiens évaluent. Par exemple, un produit de mauvaise qualité, un produit à l'obsolescence programmée cachera une augmentation de prix, une inflation masquée. Tel gain d'espérance de vie annoncé à son de trompe, masquera une réalité plus contrastée, voire dégradée. Tel déficit ou dette annoncé trahira des transferts budgétaires ou des débudgétisations. Ce qui était là hier dans les comptes ne l'est plus aujourd'hui. Tel maintien proclamé de l'activité d'un hôpital dissimulera la fermeture interne d'un service. Ces exemples sont devenus légion. Quand l'autorité politique parle de l'augmentation de l'espérance de vie, elle parle peu de l'espérance de vie en bonne santé, ou espérance de vie sans incapacité. Celle-ci atteint en France 62,6 ans pour un homme et 64,9 ans pour une femme en 2017, une situation moyenne en Europe, mais nettement inférieure à celle des pays nordiques, Suède, Norvège, Islande, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Il n'y a pas de quoi pavoiser en France, car nombre de personnes avant même l'âge de 60 ans souffrent d'affections dites de longue durée, les ALD, et de handicap, surtout chez les employés postés, les agriculteurs, les ouvriers et les personnes en précarité. Ces chiffres signifient que prolonger la durée du travail revient à maintenir dans l'emploi des personnes malades, usées ou épuisées. Et cela a un coût pour la sécurité sociale. Il n'est pas rare de rencontrer en soins dits de durée longue des personnes de plus de 60 ans esquintées par leur vie professionnelle, porteuses aussi de maladies professionnelles non déclarées, en particulier pour les travailleurs de force, les aides-soignantes et à domicile, les agriculteurs, les routiers, les travailleurs du bâtiment et de l'industrie. En unité de soins de longue durée, beaucoup de malades ont de faibles revenus, ce qui en fait de bons candidats, du point de vue statistique, à la cohorte des personnes disposant d'une plus faible espérance de vie et en bonne santé. L'aide sociale est fréquente dans ces services et oblige les assistantes sociales à trouver des solutions, à jongler avec les textes pour ceux et celles qui n'ont pas de ressources. La corrélation entre une espérance de vie majorée et un haut niveau de revenus est aujourd'hui bien établie. Je ferai grâce au lecteur des détails qui figurent dans les rapports de l'INSEE, de l'adresse et de l'INSERM. Il les trouvera dans la bibliographie. Maintenir dans l'emploi des personnes malades et ou handicapées trouve son pendant dans la volonté pleine d'humanisme, de les maintenir en vie dans des services de soins de longue durée annexés à un hôpital. Sans ces services, ils ne pourraient pas continuer leur existence. Ce maintien a un coût pour les familles et les résidents qui voient fondre leurs économies, l'héritage qu'ils voulaient transmettre à leur descendance. La dépendance avec la perte presque définitive du domicile a un coût moral qui peut désespérer un malade conscient de son état et du verdict. Quelle est cette existence pour des personnes et les soignants qui les accompagnent sans espoir de guérison ni de retour ? Que sont ces vies humaines maintenues par des soins constants en milieu quasi artificiel ? Une souffrance psychique parfois intolérable entoure ces malades en soins de longue durée, y compris ceux qui passent pour déments. Être dément ne veut pas dire ne pas se rendre compte, ignorer. C'est une forme d'existence comme l'ont bien rappelé les médecins Tatossian et Poncet. L'humanisme affiché trouve vite ses limites dans le manque de personnel, de formation, le manque de médecins, les déviances observées dans l'organisation des soins. Ce sont des services dont on sait qu'ils ne guérissent pas les malades, des services en bout de chaîne dans lesquels se concentrent toutes les maladies, tous les handicaps, toutes les souffrances comme dans une sorte de cours des miracles inversée. Les soignants aménagent leurs conditions de travail comme ils le peuvent, mais se heurtent structurellement à la notion même de soins. Les soins de longue durée signifient des soins sans fin ou qui ne mènent qu'à une seule issue et elle est définitive. La mort apporte au final la délivrance de ceux et celles qui auront séjourné des mois, des années sur des fauteuils et des lits au rythme répétitif d'un service. Les plus heureux sont ceux qui continuent d'aimer leurs proches et d'être aimés d'eux, même pour ceux qui oublient leurs visites, ne les reconnaissent plus, mais persistent dans leurs sentiments. Même si je ne vois plus, je sais que mon fils m'aime et ne m'oublie pas, me disait une patiente rivée à son fauteuil. Et je lui répondais, oui, moi je le vois, il se soucie de vous. Son fils venait voir sa maman régulièrement, mais la maladie l'éloignait de sa présence réelle. J'ai toujours été frappée par la force de l'amour de certains malades, force qui les soutient même dans la démence. Ils s'accrochent, persistent dans leur existence, sont encore animés d'un conatus. Le soin consiste ici à représenter un proche, à en parler avec un malade qui oublie,
à prendre le temps de regarder les personnes et d'aller vers elles. Simple à dire, difficile à faire car tout vous en dissuade, tout y regimbe si l'organisation des soins reste technique et protocolaire. L'existence de ce conatus pose évidemment une redoutable question éthique. Ils sont devenus amour pour un proche, amour de la vie aussi. Ce conatus peut être surprenant dans ses effets corporels quand il compose avec des suppléances organiques en général inobservées. Ainsi, une femme droitière atteinte par une maladie neurologique et ayant perdu définitivement la motricité de sa main droite est devenue gauchère. Son fils, médecin, me l'avait fait remarquer. Il y a longtemps que Claude Bernard avait observé ces suppléances dans la vie organique. Mais quelles leçons en tirer pour l'intelligence de la maladie neuroévolutive ? Le conatus implique la vie dans son ensemble. De quel droit pourrions-nous juger de la valeur d'une vie en soins de longue durée ou en établissement pour les personnes âgées dépendantes? Or, les jugements vont vite dans les têtes, s'affolent, versent dans l'opinion du café du commerce. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de situations particulières, de situations qui méritent une collégialité, par exemple pour une personne dite démente, affectée par des représentations intérieures terrifiantes, rebelle aux psychotropes. Ce genre de situation existe, comme celle des personnes affectées par la maladie de Charcot ou la chorée de Huntington. En soins de longue durée, nous sommes démunis, confrontés aux limites de la loi dite Leonetti, loi qui peut cependant aider quand elle est connue et appliquée. La loi dite Leonetti n'est en fait pas méconnue, elle est plutôt remisée, mise dans un coin. Pourquoi ? Son principe central de collégialité bouscule l'organisation concrète des soins basée sur la rareté des ressources, la force de l'habitude et des hiérarchies intermédiaires. On peut bien sûr dans certains cas faire dormir les malades les plus algiques force de midazolam, une benzodiazépine ancienne. Mais maintenir une personne en position allongée nécessite des soins d'escar et de désencombrement des voies aériennes supérieures, des soins de bouche, des traitements contre la constipation, des sondages urinaires, c'est-à-dire d'autres soins qui peuvent être pénibles. L'absence de soins dits d'immobilisation, de soins qui s'occupent des conséquences musculaires et psychiques de l'immobilisation chez l'être alité et au fauteuil définitivement, suscite l'indignation. Ces soins dont nous reparlerons sont autre chose que les soins d'escar. On sait peu de choses sur les états de conscience profonds de ces personnes sous médicaments. On en dit cependant beaucoup sans bien savoir ce qu'il reste de vie psychique chez elles, même si elles sont réveillables, mais à quel prix ? De quel pays du sommeil vont-elles revenir, sachant que ce n'est pas vraiment un sommeil ? Les soins s'enchaînent, se complexifient selon la décision médicale et infirmière, ne trouvent au final aucun achèvement vraiment satisfaisant. La fin de vie de personnes dépendantes avec des polypathologies ou une pathologie chronique, l'excès parfois de médication, les sédations, le changement de chambre ou de service sont très pénibles pour ces malades et leurs proches. La mort est dans l'antichambre, et tout le monde le sait. Devant ces situations qui se répètent, les soignants n'ont que leurs bras, que leurs mains et des réflexes d'humanité simple. Leur répétition est démoralisante. Il arrive que l'infirmière se désole en faisant des soins sans lendemain, qui peuvent être longs et complexes. Il s'agit là d'une autre dimension de la notion d'acharnement thérapeutique déraisonnable pour les soins dits infirmiers, réalité peu prise en compte. Que peut penser une infirmière qui fait ses soins, dépense du temps près d'un malade en fin de vie, sans aucun espoir de guérison ni même d'amélioration? En cas d'arrêt des traitements, les soins infirmiers continuent, il convient de ne pas l'oublier. En soins de longue durée, les frontières entre services médecine et soins palliatifs deviennent floues, ce qui n'aide pas les soignants. Quand commencent et se terminent les soins dits palliatifs ? Ces chevauchements de territoire des soins sont source d'interrogations multiples et de malaise. En fait, les soins de longue durée relèvent d'une chaîne de soins hétérogène qui a du mal, étirée entre lieu de soins et lieu de vie, à trouver son modèle de soins, son assise. Par moments, le soignant ne sait plus où il est, ni pourquoi il fait. Le recours à la délivrance mécanique des soins s'explique souvent ainsi, et c'est détestable pour tout le monde. Le soignant est devant le dilemme de juger ou pas de la valeur des vies tourmentées, auxquelles il a affaire. Les services de longue durée ne sont pas que des mouroirs pour les moribonds, des vies y persistent. On ne juge pas de la valeur d'une vie à l'aune du temps qui lui reste à vivre. Des proches visitent la personne aimée jusqu'au dernier moment, celui qui paraît de trop ou inutile à beaucoup,
un moment absolu, c'est-à-dire hors du temps calendaire. Le temps n'est pas ce que la pression sociale nous fait imaginer, c'est plus compliqué. La rationalité ambiante, celle du refus de la mort, voudrait qu'il n'existe pas ce dernier moment, l'ombilic qui nous relie à la personne aimée. Les soins de longue durée vivent en permanence ce refus, et l'idéologie utilitariste qui le justifie. Toutes ces questions se posent en soins de longue durée. Elles ont un tranchant vif sur fond d'absentéisme chronique, de manque de ressources médicales et de coordination. En fait, trop de responsabilités, d'interrogations déontologiques, de failles de l'organisation des soins, reposent sur les soignants et les familles dans ces services au temps long. Il n'y a cependant pas ici de fatalité. Il n'est pas impossible d'imaginer et de mettre en œuvre un soutien des familles pour prévenir leur épuisement, les accompagner sur des parcours souvent longs eux aussi, pas plus qu'il est impossible d'améliorer la coordination des soins et les conditions de travail du personnel soignant. 1. Les personnes en soins de durée longue. La présentation institutionnelle des services de soins de longue durée et de leur financement que vous allez trouver ci-dessous est issue des données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du rapport IGAS numéro 2015-105R. Elle est accompagnée de commentaires venus de ma propre expérience. L'organisation. Les unités de soins de longue durée, USLD, sont des structures hospitalières s'adressant à des personnes très dépendantes dont l'état nécessite une surveillance médicale constante. Leur différenciation avec les EHPAD a été fixée par la loi de financement de sécurité sociale pour l'année 2006. Celle-ci a redéfini leur mission et prévue pour des personnes nécessitant un suivi médical rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence infirmière y compris la nuit, un accès à un plateau technique de base. Comme dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'accompagnement proposé est global. L'établissement s'occupe de la vie quotidienne et de la coordination des soins. La prise en charge des soins dans ces unités est hospitalière. La création des USLD représente un progrès, car le soin est bien pris en compte pour des personnes considérées autrefois comme grabataires. On parlait encore récemment des longs séjours en centre de cure et autrefois d'hospice. La coexistence dans une même unité, d'un système de soins dérivé des soins aigus et d'une situation de lieu de vie proche de l'EHPAD est complexe. Le législateur a hésité entre le champ du médico-social et du sanitaire proprement dit, pour classer les USLD. Il a opté pour le sanitaire compte tenu des soins médicaux et techniques importants à délivrer. En unité de soins de longue durée, la facturation se passe de la même façon qu'en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais elle est plus complexe. Chaque mois, le résident, en fait, l'obligé alimentaire, l'époux ou l'épouse, le curateur ou le tuteur doit payer une facture qui se décompose en un tarif hébergement, un tarif dépendance qui correspond à son GIR, groupe ISO-ressources, qui mesure le degré de dépendance d'une personne sur une échelle de 6 à 1, 6 étant la personne autonome. Les soins sont pris en charge par l'assurance maladie et ne sont pas facturés aux résidents. Il existe 3 types d'aides publiques qui peuvent aider à payer les frais d'hébergement et les frais liés au tarif dépendance. Aide à l'hébergement, aide au logement, dépendance autonomie. L'aide sociale à l'hébergement, H, peut être demandée auprès du conseil départemental par les personnes âgées hébergées en établissement. L'H prend en charge une partie ou la totalité des frais d'hébergement du résident. Le conseil départemental paye la différence entre le montant de la facture et la contribution de la personne, voire de ses obligés alimentaires. Les montants d'H versés sont récupérables par le conseil départemental sur les successions, donations, héritages, vente de biens ou de parts. Cette récupération peut placer les résidents en position difficile par rapport à leurs proches, les obliger à rembourser les frais acquittés pour eux par la collectivité. Des familles qui ont des enfants poursuivant des études ou d'autres charges font ainsi face à des échéances contraintes financièrement. Cette situation peut déstabiliser les relations intrafamiliales et évidemment culpabiliser le résident quand il est conscient de son sort. L'aide sociale à l'hébergement est versée par les conseils départementaux, chacun ayant son propre règlement. La loi pose des principes et les conditions concrètes d'application précisées dans chaque département. Les règles sont donc différentes en fonction des départements,
ce que les familles ne comprennent pas toujours. Le conseil départemental fixe le montant de l'aide sociale à l'hébergement en fonction de la situation de la personne accueillie en établissement. Il va étudier ses ressources, les ressources de son conjoint, les ressources de ses obligés alimentaires. Le bénéficiaire de l'aide doit reverser 90% de ses revenus à l'établissement d'hébergement. S'il touche une aide au logement, cette aide est prise en compte dans les revenus. Les 10% restants sont laissés à sa disposition. Cette somme ne peut pas être inférieure à un certain montant. En fonction de la situation de la personne âgée et de ses obligés alimentaires, le règlement de la facture d'hébergement peut se partager entre la personne âgée ou son conjoint, son ou ses obligés alimentaires. Le conseil départemental. Le conseil départemental paye la partie non couverte par les revenus du résident directement à l'établissement. Il récupère ensuite la participation demandée aux obligés alimentaires, s'il y en a. Si le conseil départemental considère que le résident ne peut pas bénéficier de cette aide, le résident et ses éventuels obligés alimentaires devront s'acquitter des frais engagés par l'établissement pour son hébergement. Les montants de l'aide versée par le conseil départemental sont récupérables du vivant et au décès de la personne bénéficiaire. Cela entraîne des tensions intrafamiliales et intergénérationnelles pour certaines familles. L'obligation alimentaire est l'obligation d'aider matériellement des personnes de sa famille dans le besoin. L'obligation alimentaire existe entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants, entre gendre ou belle-fille et beaux-parents. Un gendre ou une belle-fille n'est plus obligé alimentaire de ses beaux-parents si son époux ou épouse et ses enfants sont décédés. L'obligation alimentaire est réciproque entre les ascendants et les descendants. Elle s'applique aussi bien aux parents qui ont le devoir d'aider leurs enfants qu'aux enfants qui ont le devoir d'aider leurs parents. Entre époux, il ne s'agit pas d'une obligation alimentaire mais d'un devoir de secours. Ce devoir existe aussi entre les personnes ayant passé un pacte civil de solidarité. Les obligés alimentaires doivent s'entendre à l'amiable sur le montant de l'aide à verser à leurs proches dans le besoin. En effet, la loi ne dit pas le barème de l'obligation alimentaire. Seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la contribution individuelle de chaque obligé alimentaire, en fonction de sa situation familiale et économique. Lorsque les obligés alimentaires sont en désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour déterminer le montant de l'aide que chacun devra verser à son proche. En cas de manquement grave d'un parent envers son enfant, violence, abandon, l'enfant peut demander à être exonéré de l'obligation alimentaire. Les enfants qu'un juge a retirés de leur milieu familial au moins 36 mois, consécutifs ou non, pendant leurs 12 premières années sont dispensés de cette obligation, sauf décision contraire d'un juge. Les personnes âgées hébergées en établissement ou chez des accueillants familiaux qui ont des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement peuvent faire une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du conseil départemental. Le conseil départemental paye la différence entre le montant de la facture et la contribution de la personne hébergée, voire de ses obligés alimentaires. Ces derniers peuvent être mis à contribution pour financer une partie des frais d'hébergement d'un proche en maison de retraite ou chez des accueillants familiaux, si celui-ci ne peut pas payer l'intégralité de la facture. La loi pose des principes de participation, mais les conditions concrètes d'application sont précisées dans chaque département. Chaque conseil départemental a sa propre réglementation en matière d'aide sociale et peut prendre des dispositions plus favorables que la réglementation nationale d'aide sociale. Par exemple, ne pas solliciter certains obligés alimentaires comme les petits-enfants. Il doit prendre en compte obligatoirement 2 critères dans le calcul de la participation des obligés alimentaires aux frais d'hébergement. Il s'agit de la composition du foyer, les ressources du foyer. D'autres critères peuvent également être pris en considération en fonction du règlement. Le montant du loyer, l'accession à la propriété, d'éventuelles obligations alimentaires déjà supportées. En cas de désaccord des obligés alimentaires, le département peut saisir le juge aux affaires familiales,
lequel peut remettre en cause le montant évalué par le département. L'aide sociale à l'hébergement constituant une avance versée par le conseil départemental, celui-ci peut la récupérer. Sur la succession du bénéficiaire. Sur une donation faite par le bénéficiaire dans les 10 ans ayant précédé la demande d'aide sociale, ou après celle-ci. De son vivant, si sa situation financière s'améliore. Les conditions de récupération sont différentes pour les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie, et pour les personnes âgées de plus de 60 ans dont le handicap a été reconnu avant 60 ans. Le résident peut aussi bénéficier d'aides supplémentaires. Les aides au logement, qui s'appliquent sur la partie de la facture relative au tarif hébergement. L'allocation personnalisée à l'autonomie, APA, en établissement qui s'applique sur la partie de la facture relative au tarif dépendance pour les personnes dont la dépendance est évaluée en GIR 1 à 2 et 3 à 4. Les personnes en GIR 5 à 6 ne sont pas éligibles à cette allocation. Ces aides dépendent de 2 critères. Les ressources pour l'aide personnalisée à l'autonomie, l'aide au logement et l'aide à l'hébergement. Le niveau de perte d'autonomie pour l'aide personnalisée à l'autonomie. Ces aides peuvent s'additionner. Le montant que le résident doit payer une fois ces aides publiques déduites du montant total de la facture est appelé « reste à charge ». L'admission en soins de longue durée a en général lieu à la suite d'une hospitalisation ou d'un passage en service de soins de suite et de réadaptation. La personne qui entre dans ce service subit un grand changement dans sa vie. Perte de son domicile, de ses voisins, de son jardin, d'un animal. Il ne faut donc pas s'étonner des états dépressifs et abandonniques de ces personnes, qui ont souvent le sentiment d'encombrer leur famille. Leur domicile sera parfois vendu de leur vivant, pour honorer les frais d'hébergement. Leur assentiment n'est pas toujours pris en compte, ce qui pose de redoutables questions de droit rappelées régulièrement par le défenseur des libertés. Un diagnostic de démence peut très vite être posé sans qu'il soit bien documenté à l'occasion. L'état confus d'une personne après une chute ou une période de dénutrition sera vite assimilé à une démence. Il revient au psychologue en lien avec le médecin de le vérifier ensuite. Les surprises sont possibles, mais il sera difficile de revenir en arrière tant la force du diagnostic posé et écrit dans un dossier est prégnante. Des considérations successorales, pécuniaires, sociales, de vieux conflits familiaux interviennent dans les circonstances de l'entrée des personnes. Tout cela peut placer le soignant dans un conflit éthique durable. L'admission directe en provenance du domicile est possible, elle n'est pas la plus courante. Elle surviendra après l'épuisement des aides à domicile, des aidants et souvent à l'initiative du médecin traitant. Admise en soins de longue durée, la personne y vient avec son histoire et la culpabilité de coûter aux siens. Elle sait que la dernière étape s'approche et découvre ses compagnons d'infortune. Pour les personnes isolées, socialement fragiles, gagner le service ne sera pas vécu de la même manière, il apparaîtra comme une arche de vie. Ces personnes auront connu un domicile mal chauffé et des conditions de vie plus que précaires. Leur psychologie ne sera pas la même. Cela, l'hôpital les sauve et les abrite au moins un temps. Il s'agit de la vieille mission de l'hôpital, celle de l'époque où il ne soignait pas, mais hébergeait de pauvres airs. Les deux coexistent en soins de longue durée. Mission d'asile ou humanitaire, mission de soins, notamment pour les jeunes dits en mourir long et les personnes seules en grande misère physiologique. La fin de vie est une situation habituelle en soins de longue durée. La notion de fin de vie est ubiquitaire. Quand débute-t-elle ? On considère qu'une personne est en fin de vie lorsqu'elle est atteinte d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale. Cette définition simple cache d'énormes disparités, mais elle a au moins le mérite d'exister. La notion de fin de vie en soins de longue durée se heurte à des limites temporelles floues et aux organisations de soins mises en place selon qu'elles ménagent ou non une collégialité. On ne sait jamais bien quand commence la fin de vie d'une personne affectée d'une ou de plusieurs maladies incurables en soins de longue durée. L'appréciation du commencement de la fin de vie d'une personne varie avec sa maladie, son comportement, ses souffrances, son isolement, ses relations avec les soignants, l'évolution des escarres, son autonomie, ses rapports avec sa famille, sa nutrition. Pas une situation ne sera semblable à une autre et il faudra toujours se méfier des pensées ou désirs attribués aux malades, car ils peuvent varier.
Les équipes et les familles sont donc confrontées à de lourdes situations et des questions éthiques. Ces dernières vont bien au-delà des soins techniques et des champs de formation restreints des soignants. Pour tout dire, elles résident dans un clair-obscur permanent. Comment d'ailleurs les aborder quand manque collégialité, médecins, psychologues et personnel disponibles? La prise en charge médicale de la fin de vie en France est encadrée par la loi du 2 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti. La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. La loi Kouchner pose le droit des malades de décider eux-mêmes de la poursuite ou de l'arrêt des traitements. La loi Leonetti interdit l'acharnement thérapeutique et autorise les médecins, dans certaines conditions, à limiter ou arrêter les traitements. Mais elle demeure difficile à appliquer dans les conditions concrètes des services. En soins de longue durée, les malades et leurs proches sont dans un environnement social, familial, médical, éthique et réglementaire hautement complexe. Les familles se perdent dans les arcanes du droit social et des réglementations. La présence d'une assistante sociale et d'une coordination gérontologique est indispensable pour éclairer les proches et les résidents. Il est impossible, même pour ceux et celles ayant des fonctions supérieures altérées, de n'en pas ressentir tous les soubresauts et les inévitables non-dits. Des regards et des silences en disent plus long que les paroles. Les conflits intrafamiliaux, de vieilles histoires ressortent et se manifestent au plus mauvais moment quand il faut s'acquitter de ses obligations alimentaires. Les familles se divisent et se fâchent. Si elles vendent les biens de la personne hébergée dans ces conditions, elles perdront inévitablement de l'argent. Ces conflits assombrissent la fin de vie des malades, les font souffrir, les inquiètent. En retour, les proches sont confrontés à l'impuissance, parfois au non-sens quand le malade ne communique plus et pour certains au rejet de leurs parents, époux ou épouses. Il se peut que les familles ne reconnaissent plus leurs parents devenus étrangers, du fait des conséquences de sa maladie. Elles vivent des effets dits de dépersonnalisation et d'inquiétante étrangeté. C'est elle et ce n'est plus elle, c'est lui, mais c'est un inconnu. Que fais-je ici? Soutenir les familles et les proches qui viennent visiter leurs malades en soins de longue durée est une tâche ardue et longue. Elle n'est pas de celle qui peut se satisfaire de groupes de paroles habituels, de techniques psychologiques. Les familles ont besoin d'être aidées sur le plan médical, savoir ce qui se passe, connaître les médications, techniques, faire boire et manger un proche, l'accompagner ou non aux toilettes, le faire ou non marcher et comment, éthique, la nécessité d'une contention, sa durée, le sevrage, la fin d'un traitement, psychique, culpabilité, sentiment d'impuissance, épuisement. Le plus important est de prévenir l'épuisement physique et psychique des familles dont certaines sont d'anciens aidants, surtout aidantes. Elles ont aussi besoin d'informations sur les maladies neuroévolutives. À force de visiter leurs proches, de s'inquiéter, de se sentir coupables de les abandonner là, les familles peuvent se blesser comme des salariés affectés par l'épuisement professionnel, les harcèlements. Souvent leur vie va graviter autour du service, des échanges avec l'infirmière, des événements internes. Les vies et fragments de vie, qui survivent en soins de longue durée, évoluent ou involuent dans un milieu hautement artificiel. Ce sont des organismes humains, qui ont perdu leur milieu naturel et familier. L'oublier et s'exposer à de graves contresens. L'organisme humain n'est pas adapté pour des milieux aussi artificialisés. Il ne fait qu'y survivre comme les habitants de la montagne magique. Dès qu'ils redescendent trop vite dans la vallée, ils meurent. En soins de longue durée, les malades mènent une vie ralentie, orchestrée par le temps de l'institution qui les soigne et sans espoir d'en jamais sortir, sauf exception. Ce milieu est appauvri en sensations, en espace, en saisonnalité, en mouvement, ce qui contraint ces personnes très dépendantes à trouver quelques aménagements. Les soignants, quand ils ont le temps, peuvent faciliter ces aménagements par des activités ciblées, toucher massage, jeux de balle, plein air, musique, petits spectacles, événements divers, ateliers mémoire. Toutefois, eux aussi peuvent s'épuiser à force de faire et d'attention. Il convient de rappeler qu'une circulaire de la DHOSDGASDSS, CNSA numéro 2007-193 du 10 mai 2007, défendait une conception large du soin pour les USLD. Les soins relationnels et d'entretien de la vie y avaient leur part à côté des soins médicaux et techniques.
Mais sur le reste, notamment les moyens, la norme d'encadrement des malades et la permanence médicale, la circulaire selon l'IGAS, restaient imprécis. Il n'en demeure pas moins remarquable que de hauts fonctionnaires aient pensé que la vie continuait en USLD, que ces services n'étaient plus des sortes de terminaux, mais des lieux de vie. Réformer les soins de longue durée. Réformer les soins de longue durée, faire évoluer la notion même de soins dans ces services, impose de comprendre de quelle histoire du vivant et des premiers hommes proviennent les corps humains échoués ici. Les hommes et les femmes qui sont là entre les mains des soignants ont une longue histoire évolutive, adaptative, organique, industrieuse et culturelle. Les soins ne peuvent pas se contenter du médical et du technique, car ces personnes en service de longue durée auront besoin d'un environnement adapté. Je veux dire par là que si leur séjour ressemble à celui en hôpital, elles ne sont pas à l'hôpital. Cette remarque a des conséquences sur le système de soins et le soin. Pour comprendre tout cela, il m'a semblé opportun de faire un récit court de l'évolution du vivant, d'y replacer ces organismes humains bouleversés dans leur plan d'organisation, leur rapport à l'espace, la marche, la respiration, leur autonomie, le goût, les sons, le toucher, la parole, la motricité, la sexualité dont on parle très peu, leur vie onirique dont on sait peu de choses, leur vie intérieure. Exilés du vivant. La terre, ceux qui sont des heures au fauteuil l'ont perdue, ne la sentent plus car leurs pieds ne fouleront plus le sol. Leur organisme n'a plus qu'une expérience très réduite de la gravité. Le feu, il les atteint par la transpiration au fauteuil, les escarres, les algies diverses, le long jeûne nocturne, la chaleur, l'eau. Ils en ont impérativement besoin et la rencontrent une fois par semaine à la douche. L'air, un masque à oxygène est parfois nécessaire ou une bouteille en cas de sortie accompagnée. Les 4 éléments, au-delà de l'aspect alchimique, signalent ce que sont devenus le milieu des malades et le nouveau positionnement de leur organisme dans l'échelle du vivant. C'est un bouleversement de tout le plan d'organisation d'un vertébré bipède, d'un cordé. Puisqu'ils sont privés de pod, la roue supplée leur perte totale de mobilité. Privés d'air, le tuyau et la bouteille amènent l'oxygène comme des branchies. Affectés par la chaleur, des moyens artificiels, linge, position, pansement, antidouleur, eau, suppléent l'impossibilité pour l'organisme de s'adapter. Les personnes vivent dans un milieu où domine la roulette. Tout est sur roulette. La perf, le fauteuil, le lit, la table de nuit, le tensiomètre, la bouteille d'oxygène, les plateaux, les chariots, les roulantes, etc. Or, ce monde des roulettes, des habitudes hospitalières, des bruits, va durer lui aussi. Il va s'imposer dans l'univers des malades, devenir leur monde. La notion de soin les concerne à la longue, mais de quelle façon ? Parmi les objets qui roulent, les plus nombreux sont visibles en encombrant. Ils produisent des sensations par leur bruit, leur forme, leur couleur. Ce sont des objets accessibles au design, à l'esthétique. Ils sont par conséquent source de sensations dans un milieu plutôt uniforme, c'est-à-dire source de soins si on choisit de s'en occuper. Autant faire circuler de jolis objets fonctionnels que des meubles sans âme devant des gens qui languissent. Reparler de l'évolution et de l'histoire des humanités est utile pour voir comment des êtres vivants humains se rétablissent dans des formes de vie plus ou moins adaptées à leur pathologie et à leur handicap. Cette adaptation se fait notamment au moyen de prothèses, d'apports médicamenteux, d'aménagements techniques divers, de soins, dans le but de maintenir la vie et l'autonomie des personnes sans pouvoir les rétablir dans leur état de santé initial. Je trouve important de dire où réside l'utilité des soins de longue durée, tant il est facile de conclure qu'ils ne servent pas à grand-chose en maintenant des vies qualifiées de réduites ou demi-éteintes. Le malaise est bien sûr accentué par le coût de ces soins, du reste à payer pour les familles et la collectivité. Qui peut dire que telle ou telle vie, même diminuée, ne mérite pas d'être reconnue dans les soins ? Et le personnel se sent parfois coupable de faire ce travail, un travail de Sisyphe, de dépenser un temps qui n'aboutira quasiment jamais à la guérison même si des améliorations existent. La médecine dans les soins de longue durée est une autre médecine, un autre art de soigner des formes de vie esquintées qui s'éteignent doucement sous les yeux de tous. Les soins infirmiers eux non plus ne sont pas des soins ordinaires. Ils sont accaparés par la peau, la nutrition, l'hydratation, l'évacuation des selles, l'hygiène, le temps des repas, la toilette, les levers et les couchers, le traitement de la douleur, les soins palliatifs, la fin de vie, la présence des familles qui deviennent des habitués du service. Il est normal de penser qu'il vaudrait mieux pour tout le monde, et les malades eux-mêmes,
De suspendre des soins interminables qui n'aboutissent nulle part. Les soins refoulés. Entrer en soins de longue durée, c'est en général ne jamais en sortir. Cette réalité est dure pour les soignants. En parler expose à la force des préjugés, aux remarques acerbes du genre « il faut être blindé pour faire ce travail, ne pas se poser de questions, être dans le faire, ne pas écouter les gens ». La mécanisation extrême des soins mène à la déshumanité, par exemple quand on raconte ses vacances aux collègues lors d'une toilette sans regarder le malade. Non regardé, le malade n'est plus qu'une charge, un tas de chair et de déjections dont on se débarrasse. La mécanique des soins dépersonnalisés, la force de l'habitude, les petites joies du service, la proximité de son domicile amortissent la charge mentale de ce travail. Je fais partie de ceux qui sont favorables à la mobilité professionnelle, de ceux qui pensent que changer de service au bout de 5 ans de présence est souhaitable. Je crois par ailleurs aux formations spécifiques pour les soins de longue durée, et je déconseille aux jeunes sans expérience d'y commencer leur vie professionnelle. La délivrance des soins de longue durée se heurte à de puissants obstacles. Tous les services ne disposent pas d'une infirmière de nuit disponible, d'un médecin qui pourra se déplacer pour éviter une entrée aux urgences, ces entrées déstabilisent des malades déjà bien fragiles, de prescriptions médicales dites anticipées pour permettre à l'infirmière d'adapter les antalgiques, y compris morphiniques, la nuit, le week-end et les jours fériés, d'un accès aux soins techniques trop éloigné sur le territoire ou peu disponible, centre de référence par exemple, consultations spécialisées. La continuité des soins pose donc question dans certains services même adossés à un hôpital. Les hôpitaux travaillent sous forte contrainte et les médecins dits de ville sont limités dans leurs déplacements et surchargés en patientèle. La prise des repas en soins de longue durée pose des questions spécifiques. Elle implique des trésors d'ingéniosité pour s'adapter aux malades. Adapter les textures des aliments par mixage, écrasement, hachage, les faire manger à la cuillère, boire à la pipette tout en évitant le risque permanent de la fausse route. Même discrète, une fausse route peut provoquer une infection des voies aériennes avec des fièvres. Les cuisines sont obligées de respecter la chaîne de conditionnement et des règles d'hygiène drastiques, ce qui veut dire réduire le choix des repas. Compte tenu des coûts, un cuisinier est astreint à se fournir près des marchés publics régionaux au détriment des circuits courts et des productions locales, ce qui empêche en général l'accès aux produits du terroir. Ces contraintes lourdes freinent la part de la production en cuisine, la part de la main du cuisinier pour varier les repas est créée. Les malades n'ont donc accès qu'à une cuisine très formatée, sans originalité et répétitive. Un simple œuf à la coque, des œufs cocottes avec des œufs de ferme, une viande en grillade font désormais partie de l'extraordinaire. Pour les malades, le goût des aliments se perd, la dégustation devient souvenir et les médicaments déforment goût et appétence. Manger rime avec corvée. Le temps des repas est un temps long plein d'attention en soins de longue durée. Les soignants font avec ce qu'ils ont, parfois sans couvert et verre adaptés. Peut-on dire que les malades déjeunent et dînent, ou qu'ils s'alimentent sous contrôle ? Les bavoirs sont courants ainsi que les appareils dentaires inadaptés car le corps change. Adapter les appareils dentaires n'est pas toujours évident. Ce travail dentaire nécessite une participation active du malade, une capacité de discernement qui peuvent faire défaut en raison des troubles dits cognitifs. Les chicots sont habituels, et les consultations dentaires espacées. Autrement dit, l'hygiène bucco-dentaire est une priorité pas toujours bien prise en charge. Comment bien manger avec des dents avariées, et ou un appareil brinque-ballant. Le temps des repas est un temps long, compliqué par toutes sortes d'obstacles que suppléent les soignants, nous venons de le dire. Mais il existe un autre temps long, celui du jeûne nocturne non volontaire, systémique dirions-nous. Des organismes fatigués et privés de mobilité sont confrontés la nuit au jeûne, à la privation non volontaire de nourriture. Ce mot de jeûne est déplacé, impropre à décrire la réalité des malades la nuit. Le jeûne est un acte volontaire, médical, rituel ou religieux. Les malades dînent tôt car les repas sont longs. Le coucher prend aussi du temps et le lever se fait généralement en horaire décalé un jour sur deux, une fois tôt, une fois très tard. Le dîner est normalement le repas du soir, ici ce n'est pas le cas. Cette organisation produit logiquement un temps long pour les malades, entre le dernier repas et le prochain. Ce temps long est une rupture, une diète obligatoire appelée faussement jeûne. L'équipe de nuit visite les malades à la lampe électrique pour ne pas les réveiller,
elle doit aussi veiller au change pour que les malades ne restent pas dans leur jus. Il n'y a pas de collation nocturne possible. Tout ceci n'est pas évident, ne va pas de soi, car changer un malade impotent la nuit suppose de décider de le faire, d'effectuer un travail qu'il est facile de laisser à l'équipe du matin. Quand une personne se réveille et qu'elle a faim, l'équipe de nuit n'est pas forcément disponible et beaucoup de personnes hésitent à sonner de peur de déranger ou d'être réprimandées. Voici des réalités escamotées, réprimées, mais centrales pour la vie des personnes. En vérité, nombre de malades souffrent de carences vitaminiques notamment en vitamine D comme ils sortent peu au soleil, la vitaminose en vitamine D ne peut que s'accentuer. Et quand il manque de suppléments, il vaut mieux pour les familles aller en pharmacie se fournir car les choix et l'appétence sont meilleurs que les produits commandés à l'hôpital. Pour éviter les fausses routes au liquide, l'eau gazeuse est nettement préférable. Encore faut-il y avoir accès et que les familles veillent car il y a plusieurs types d'eau gazeuse plus ou moins supportés par les malades. Et l'eau fraîche se fait rare quand l'eau reste 1 ou 2 heures en carafe. Or, l'eau fraîche est une des façons de prévenir la fausse route. Ce contexte des soins exige donc des soignants une attention de tous les instants qui finit par être pour eux épuisante. Le peu d'investissement ou l'abandon des incurables. D'autres obstacles entravent les services de soins de longue durée. L'inadaptation des fauteuils médicaux vieillis et non changés du fait des commandes disparates sur les marchés publics, du rebut toujours en utilisation. Ceux et celles qui sont sans famille, dépendants de l'aide sociale n'auront pas toujours le bon fauteuil. Les malades passent des heures sur ces fauteuils et se lèvent peu en général. Ils y transpirent quand il fait chaud et peinent à trouver sans aide extérieure la bonne inclinaison. Ces fauteuils auraient grand besoin de ventilation. Beaucoup sont munis de coussins, d'appui, pour améliorer leur confort. Ces coussins ne sont pas toujours trouvables ni commandés dans les temps sachant qu'ils doivent être très adaptés pour éviter un début d'escarre, mentonnière par exemple. La peau des hommes n'est pas adaptée aux stations assises ou couchées de longue durée. Elle est celle d'un primate qui se déplace en permanence et chasse. Les soignants trouvent donc des moyens de fortune pour améliorer l'ordinaire des malades. Les machines pour lever les personnes et les verticaliser sont électriques, ce qui suppose d'en recharger les batteries, veiller à leur maintenance, contrôler les stocks et l'arrivage des commandes, les ranger dans un lieu connu de tous, surtout pour les jeunes stagiaires et nouveaux formés. Le mauvais mouvement, l'effort pour lever un malade sans machine ou sans aide sont des risques professionnels constants en soins de longue durée et établissements pour personnes âgées dépendantes. Nombreux sont les malades en soins de longue durée dont les médications sont lourdes. Au-delà de quelques médicaments comptables sur une seule main, le nombre d'interactions entre les médicaments dépasse le million. Il devient donc difficile d'en mesurer l'efficacité en dernier ressort, car le praticien ne sait plus circonscrire les effets et les causes dans un milieu biologique aussi perturbé. L'administration de psychotropes pose particulièrement question chez des malades qui présentent assez souvent des troubles du comportement et des états dépressifs. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé restent parfois lettre morte en la matière. Vivre en soins de longue durée. L'animation, l'âme est ce qui anime, écrit Voltaire, et la prise en compte de la souffrance psychique des malades et de leurs proches forme un redoutable obstacle à la délivrance des soins de longue durée. Les soignants accaparés par des soins techniques, la prise des médicaments, les prescriptions, le temps long des repas, les situations urgentes ne peuvent pas être partout. Les malades restent donc en journée soit dans leur chambre, soit en fauteuil avec les autres. C'est là où l'on trouve ces sortes d'assemblées de personnes qui voient passer les autres, interpellent, demandent. Que pensent-elles tout au long de ces journées interminables rythmées par le lever, la toilette, les soins, les repas, le coucher, le jeûne nocturne, les bruits du service, les changements d'équipe? Quelle est la matière de leurs rêves, de leurs longues nuits, de leur attente? Que peut-on connaître de l'être soin de longue durée, et de son temps? Ce qui afflue dans ces formes de vie humaine, les désorganise et les blesse, c'est outre les polypathologies, l'épreuve des pertes. La perte de la marche, de la verticalisation autonome, de la maison, des voisins, d'un animal domestique, de la chasse et de la pêche résonnent comme des amputations. Ne plus pouvoir fermer la lumière, aller aux toilettes, se remonter dans son lit, se gratter, choisir ses repas, déguster un œuf à la coque ou une viande grillée, manger une spécialité locale, ressentir des sensations corporelles ampute la vie de ses plaisirs. La perte la plus lourde, celle qui blesse en permanence, est celle du domicile et de l'espoir du retour.
Les malades descendent d'un fleuve sans espoir de retour, d'un retour à la bonne santé et dans leur foyer. Il arrive que des malades en soins de longue durée voient par leurs fenêtres de chambre le toit de leur ancien domicile, de leur maison pour laquelle ils ont travaillé. Frappés par l'insuffisance cardiaque chronique, la nécessité d'avoir un masque à oxygène, ces malades regardent au loin leur ancienne vie parfois dans le changement de la couleur des feuilles à l'automne, les bruits des grues qui partent et reviennent, des voitures qui passent, des enfants qui sortent de l'école. Ils ont soif d'horizon, confinés dans de petits espaces sans perspective. La perte de l'espace ordinaire, celui perçu sur le perron, dans la rue, à un carrefour, à l'orée du bois, est le prix de l'artificialité des services de soins de longue durée. Ce prix est lourd comme celui de ne plus entendre le bruit des feuilles mortes crisser sous ses pas. Le soignant peut se représenter les pensées du malade, même si ce dernier ne les exprime pas. Je dis se les représenter, non lui attribuer des pensées. Le séjour prolongé près des malades finit par dégager des ressentis, toute une communication infraverbale dont il convient si on a le temps de tenir compte. Ce travail de représentation des pensées de l'autre, malade, est une façon de le maintenir non seulement en vie, mais dans l'humanité. Les chapitres qui vont suivre tentent de représenter la vie des personnes en soins de longue durée dans l'histoire de la vie, d'en dire quelque chose à travers le récit de la longue histoire du vivant et de l'humanité. Le but est de ne pas t'infliger, à toi lecteur, des récits de vie et de situations trop pénibles. Tu peux toi-même les imaginer au décours de ce que je vais te dire. Je te laisse cette liberté, car le spectacle de la désolation, des échecs de la médecine face aux incurables, de vie languissante n'a rien de réjouissant. Le désespoir ne mène pas loin et on ne construit rien avec le désespoir. Virginia Woolf, Être malade. Je pense qu'il est possible de voir ce livre comme un témoignage sans concession ni faux semblant. Virginia Woolf disait dans son beau livre, En Being 3, que le récit littéraire de la grippe et d'autres maux était encore à faire. J'ai choisi de faire le récit des soins de longue durée. Cette entreprise se heurte à de redoutables obstacles. La vie des malades en soins de longue durée est si particulière qu'elle confine aux limites du langage, aux trous dans la langue. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'est la vie d'une personne qui regarde par la fenêtre de sa chambre son ancienne maison, son ancienne existence. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'est l'insuffisance cardiaque du point de vue des personnes, ni l'insuffisance respiratoire la nuit en position allongée quand le ventre comprime le diaphragme. Pas de mots pour dire ce que la personne ressent quand elle réalise qu'elle ne pourra plus jamais retourner chez elle, réalise qu'elle perd la mémoire, qu'elle ne sera jamais plus comme avant après un AVC. Pas de mots pour écrire son expérience de chute à domicile et l'attente du matin, de s'être pissé dessus en liquette. Tous ces vécus échappent à la langue, à l'espace littéraire, car ces personnes ne vivront jamais assez longtemps, n'auront jamais la force de tailler dans la langue des mots et phrases nouvelles. À ma connaissance, l'expérience du vieillissement et de la maladie n'a été écrite que par peu d'auteurs. Jean Améry, Simone de Beauvoir, Proust, Tolstoï, Woolf, de Quincey, Pontalis. La littérature, écrit Virginia Woolf, dédaigne la maladie et ses maux. Il n'y a pas de roman sur la grippe, d'épopée sur les fièvres typhoïdes, d'ode à la pneumonie, de poèmes lyriques sur la rage de dents. La littérature se concentre sur l'esprit et les mouvements de l'âme. Le corps est néant, dit Virginia Woolf. En soins de longue durée, le corps déborde de partout, s'impose, empeste, se nécrose et s'obstrue. Les soins de longue durée sont une sorte de contraire de la littérature conventionnelle. De tous les drames quotidiens que subissent les corps des malades dans ces services et d'autres, il ne subsiste rien dans la littérature et donc la langue commune. Simone de Beauvoir s'est autorisée à faire le récit de Sartre en Italie sortant des toilettes, avec un problème d'incontinence urinaire. Il avait souillé son pantalon et disait que c'était les chats. Cette décision en littérature, la décision de Simone de Beauvoir de dire ce qu'on n'aime pas entendre, est primordiale pour notre propos. Les soins de longue durée, si on veut en écrire quelque chose, renversent les valeurs de la littérature de convention. Or dans ces services, on assiste au brillant, inexorable, épouvantable du corps dispersé en 1000 morceaux. Les traces de la décomposition se lisent dans un corps encore vivant comme cela peut se produire pour les extrémités digitales et des gangrènes. Ces grandes guerres que livre le corps à l'esprit qui lui est assujetti, dans la solitude de la chambre à coucher, pour résister à l'assaut de la fièvre ou à un accès de mélancolie, sont passées sous silence, écrit Virginia Woolf.
Les mots manquent, la langue est trouée. Imre Kertész et Charlotte Delbo l'ont bien décrit et commenté pour le retour des camps nazis et leur expérience. Woolf les précède sur cette voie, mais en disant qu'il y faut un renversement de la hiérarchisation des passions. Un tel renversement équivaut à renverser des valeurs consacrées et des idoles. L'amour doit être détrôné en faveur des 40 degrés de fièvre, la jalousie s'effacer devant les élancements de la sciatique, l'insomnie jouer le rôle du traître et le héros s'incarner dans un liquide blanc au goût sucré, le puissant prince aux yeux de phalène et aux pieds vifs, qui répond entre autres au nom de Chloral. Et effectivement, sans un tel basculement des valeurs de la civilisation qui se veut civilisée, il est impossible d'écrire quoi que ce soit sur des pans entiers de la vie humaine. On peut représenter la vie en soins de longue durée et en réanimation, mais il est vrai que cela intéresse peu de monde prêt à entendre la monstruosité d'un corps en cours d'extinction ou de traitement. Ici, il n'y a pas lieu pour la compassion comme l'explique Virginia Woolf, pas de droit de cité pour la trahison des personnes en soins de longue durée ou ailleurs. Le spectacle des douleurs, amputations, escarres, selles liquides, fausses routes, odeurs, cris, corps dissimulés faute de mieux sous une couverture en bataille, chambre transformée en quasi-sépulture quand le médecin tarde à venir, famille brisée, râle des agonisants, transfert des corps, emportera la compassion ou l'indifférence. Mais je suis de ceux qui n'aiment pas la compassion et ses faux semblants. Point besoin de compassion, mais de lucidité pour être du côté de la vie, non du côté d'une désolation démoralisante. La compassion empêche d'agir et de continuer à vivre. La question revient à souligner ce qui est du côté de la vie en soins de longue durée, au-delà du spectacle des corps esquintés. Sont du côté de la vie les soins eux-mêmes, les aménagements trouvés par l'imagination du personnel, les rencontres avec les familles, les rares sorties du service, la réussite de pansements difficiles, les jeux de bal, les fêtes, des projections de diapos dans des chambres, les marges de progrès comme la mise à disposition de fontaines fraîches, de fauteuils ventilés, de livres audio, de draps en lin et non en coton, de plats du terroir, de la reine Pédoc, de Saint-Chiard, de Saint-Pansard, du famélique carême. Ces personnages extravagants portés lors de fêtes populaires du nord et du sud-ouest de la France ont le mérite de représenter les grandes cérémonies en soins de longue durée que sont la prise de repas sans rôtisserie, l'exonération, le mal de ventre, la constipation et le jeûne subi. Les gens s'amusaient au Moyen Âge. Pour les malades, il n'y a pas des bains à l'exemple des thermes romains où le corps pourrait s'affranchir de la pesanteur et flotter. Pour persévérer, les soignants ont bien besoin de soutien et de reconnaissance, de signes de vie, sinon ils se blessent. Cette réalité est atroce, et on n'y peut y remédier. Un système de soins repensé avec des moyens supplémentaires mais ciblés est possible. Aller au bain une fois par semaine dans une piscine aménagée pour des personnes handicapées suppose une organisation et des moyens d'accompagnement. Pour ces malades, il s'agirait d'une autre façon de vivre avec un corps diminué qui subitement pourrait être porté, bercé, ballotté par les eaux. Se libérer un moment des contraintes de la vie allongée et assise n'est pas une petite affaire pour des gens en soins sans fin, à parcelles, fatales, suspendus au fil des jours. Les soignants auraient à l'occasion une autre vision des malades et des soins animés par des jeux d'eau. Pagnol disait dans Le château de ma mère que les enfants n'ont pas besoin de tout savoir des malheurs de la vie, sans quoi ils ne pourraient pas vivre. Vivre ne serait qu'un immense soupir, une vallée des larmes. Le temps passe, et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Pagnol parle des guerres et de leur tuerie, des maladies qu'on ne savait pas soigner. Pas de faux semblants dans la célébration de la vie, de croyance dans les forces vitales. La vie en soins de longue durée ramène à nos propres vies, mais elle n'a pas de trace dans la littérature, pas de représentation dans la langue de tous. L'expérience des malades et des soignants demeure très difficilement communicable, d'autant plus que la matière de leur souffrance est plutôt mutique. Les soins pratiqués vont bien au-delà des soins ordinaires avec des corps alanguis, tordus, brisés par la maladie ou les accidents vasculaires. Mais qui en parle dans la langue commune, où en trouve-t-on l'écho ? Cette absence de traces et d'écho renvoie aux conventions de la langue empêchée de représenter, de parler de modalités indésirables de vie qui se tortillent dans un cul de basse-fosse. La maladie est décrite par Virginia Woolf et Pierre Fédida comme un éloignement du monde commun,
de l'univers des bien portants qui vaquent à leur travail. La maladie libère du poids de la vie normale, des habitudes par alitement, repos, séjour au fauteuil, diète. Elle dégage un temps pour regarder, voir, écouter, percevoir, un temps à part. L'univers est métamorphosé par la maladie. La maladie découvre des horizons inconnus, des sensations nouvelles, une lenteur des choses jamais aperçues, une fragilité refoulée. Elle démantèle les mascarades de la comédie humaine, et rend un malade plus lucide des apparences s'il le veut bien. Ce n'est pas simple de rendre visite à un malade quand on ne lui apporte que les maux de la vie courante, des nouvelles jaunies, tout un vécu qui lui est devenu étranger. Avec lui, nous n'avons plus le même monde en partage. La mesure de l'éloignement causé par la maladie d'un proche s'apprécie justement dans cette difficulté à lui rendre visite, dans les motifs que l'on se donne pour différer la visite. Souvent on parle à côté. Quels mots peuvent trouver à longueur de visite les familles soucieuses de leurs proches? Quels mots près de proches mutiques, pris dans la maladie sans regard? Là, il ne s'agit pas de visite ponctuelle le temps d'un rétablissement, mais de visite sur un temps long sans espoir raisonnable. Alors elle parle avec les soignants, demande des nouvelles, s'intéresse, rend de petits services, amène des douceurs, prennent lentement place dans les habitudes du service de soins, parle aux autres. L'hôpital se doit d'aller vers elles, de leur faire une place dans les instances pour au moins, à défaut de traces littéraires, les reconnaître. Quand le corps des malades se brise en 1000 morceaux, perd son regard, sa forme se fige, les familles font alors face à une autre réalité qui n'est plus celle de la maladie ordinaire dont parle Virginia Woolf. La maladie, sous l'effet de pathologies chroniques, s'installe, prend corps et en expulse ce qui reste du sujet plus ou moins complètement. Le sujet est en périphérie d'un corps qui n'est plus vraiment son corps, en marge de cette masse de chair et de nerfs qui lui tombe dessus. Les malades sont devenus maladies. Ici prend place toute la question de la chronicité dans les maladies, en particulier celles qui lèsent la personne dans son autonomie et sa personnalité. L'expression « soins de longue durée » découle de la chronicité des maladies invalidantes et incurables. Ces malades ont plus ou moins accès à l'horizon révélé par la maladie, et que décrit Virginia Woolf. Ils vivent dans un univers métamorphosé dont ils n'osent parler aux bien portants qui sont de l'autre monde. Or voilà que, allongé le regard fixé au-dessus de nous, nous découvrons le ciel sous un angle tellement différent que c'en est à vrai dire un peu choquant. Toute cette activité se déroule donc sans interruption depuis toujours, et nous n'en savions rien. Des formes s'assemblent continuellement et se dissolvent, des nuages s'accumulent et tirent de vastes files de bateaux et de chariots du nord au sud. Il faudrait en tirer parti, ne pas laisser ce gigantesque cinéma fonctionner devant une salle éternellement vide. Mais pour peu que la contemplation se prolonge, une autre sensation vient supplanter nos premiers frémissements d'ardeur civique. Cette divine beauté est aussi divine insensibilité. À l'approche de sa mort, l'ancien directeur des nouvelles messageries de la presse parisienne avait dit qu'il ne regrettait qu'une chose: n'avoir jamais pris le temps de regarder une fleur pousser. C'est le type même d'horizon que la maladie découvre aux malades. Mais à cet horizon, à ces sensations nouvelles, à ce nouveau rapport au monde, nombre de malades en soins de longue durée n'ont pas accès. Ils sont absorbés dans leur maladie chronique comme l'encelade dans la terre. Les soins n'ont donc pas normalement le même mode d'approche. Je parle des soins au sens large, y compris des entretiens, des mots et des activités, selon la façon dont la maladie les prend. Comment penser l'absence d'horizon, de contemplation du monde? Je choisis, pour éviter le discours de la compassion par le spectacle des souffrances, le défilé des cas, des drames et des tragédies, d'insérer par brochage dans un récit de l'histoire du vivant proposé par l'auteur les relations des soins de longue durée. Les deux récits se découpent l'un sur l'autre, l'un dans l'autre aussi se nourrissent. L'épopée du vivant et des hommes sert de toile de fond pour saisir certains moments du déroulé des situations des personnes en soins de longue durée, pour les éclairer du point de vue de l'effort du vivant à persévérer dans son existence indépendamment des échelles des valeurs humaines, de la hiérarchie des passions, de l'anthropocentrisme. Les mots qui manquent pour parler des vies en soins de longue durée, nous les imaginerons à travers la relation des efforts des êtres vivants pour vivre, s'adapter, survivre, aménager leur milieu au fil du temps. Et puis, dans le souci éthique d'éviter l'épuisement du lecteur, j'ai voulu titiller son attention, son imagination par l'épopée et l'apport de quelques écrivains.
Témoigner des douleurs laisse peu de place aux petits riens d'une vie qui continue à bas bruit dans ce type de service. Le témoignage est certes important pour le politique, décisif même car il ne s'attaque pas au pouvoir mais l'interpelle. Ces petits riens, ces braises de la vie sont essentiels même s'ils voisinent avec le pas grand-chose, l'insignifiant pour les visiteurs. Nous nommons petits riens les nuages, les bruits des oiseaux, la présence d'un arbre, les allées et venues des gens, un oiseau au bord de la fenêtre de chambre, le chat qui passe, une forte pluie, un orage, un aboiement, un chien qui pisse, des feuilles qui tombent, une plante qui pousse, la présence de fleurs dans le service, d'une musique. Toutes ces choses ont une importance pour des personnes rivées aux soins de longue durée, dépendantes en tout. La vie des personnes sera donc très différente selon la position de leur chambre et de leur lit, la proximité d'une fenêtre, d'un couloir, d'une porte, l'architecture d'un hôpital, sa proximité avec la forêt, les arbres, les bruits de la ville. Le changement de chambre est donc une grande affaire. Or, comme l'explique très bien Virginia Woolf, quand soi-même on n'est pas malade et encore moins malade sans appel, malade sans miséricorde, ces petits riens échappent à l'attention. Pour eux, la valeur de ces riens et leur perception est démesurée à un point difficile à imaginer. Projeter les vies en soins de longue durée sur l'écran d'une épopée du vivant, est, je crois, les réinsérer dans une longue, très longue histoire, qui peut aider à repenser un système de soins inadapté à la longue durée. La notion du soin s'étend avec le temps long au rapport d'un être avec son environnement, à ce qu'il voit, entend et ressent même très affaibli. Elle concerne ce qu'il fait pour continuer à vivre malgré son malheur comme cette patiente qui récitait sans arrêt « Petite fleur », égrenait un chapelet, appelait « Il y a quelqu'un dans cet hôpital ». Et il est vrai que ces efforts pour persister dans son existence sont quelquefois agaçants pour les soignants. Ce qui est de notre point de vue un absolu paradoxe du modèle de soins en cours. Donner des soins, soigner et dans le même mouvement tenter de faire taire un bruit parasite, de réprimer un geste agaçant, de faire cesser des bricolages sans queue ni tête, des propos répétitifs, bref, étouffer des témoins d'une vie qui persévère, relève de l'atroce. Le soignant subit ici un système de soins qui ne pense pas, qui ne va pas au bout du concret de la notion de longue durée. Ce qu'il prend pour un parasite, une nuisance, ressemble à la mauvaise herbe, sarclée par le jardinier soucieux de ses jolies bordures. La mauvaise herbe, c'est la vie du jardin, la germination. Désherber, c'est témoin de la vie qui gêne en soins de longue durée, au besoin par des médications ou certaines dispositions, constitue l'anti-soin. Un système de soins centré sur le technique et le médical aura tendance par routine, à oublier le vivant dans le malade. Ce qui explique la nécessité de sa réforme, et ce pourquoi je tiens à replacer les malades de ces services au sein du monde vivant. Les replacer dans l'histoire du vivant, dans leur organisation biologique, et leur donner des droits à être soignés autrement. 2. L'homme en peu de mots. 1. Un vertébré, dont le lointain ancêtre vivait peut-être au bord de l'océan. Son plan d'organisation. Le corps humain est construit autour d'un axe, la moelle épinière, un axe de symétrie bilatérale. Ce n'est pas un être radiaire, en cercle, comme la méduse. Les 4 membres sont distribués de chaque côté de cet axe qui est une ligne de symétrie. Nous l'observons dans la disposition spatiale de certains organes. 2 reins, 2 poumons, 2 hémisphères cérébraux, 2 organes de la vision de part et d'autre du nez, 2 oreilles latérales de part et d'autre de la tête, 2 muscles fessiers, 2 mamelles, 2 moitiés en symétrie de la moelle de part et d'autre des sillons médian antérieur et médian postérieur. Cette symétrie n'est pas parfaite en tout point du corps. Par rapport à un plan sagittal tracé selon 2 lignes verticales qui cheminent, pour la première le long de la face postérieure en suivant la colonne vertébrale jusqu'au sillon des 2 fesses, pour la seconde le long de la face antérieure qui dessine le rafet, le corps est presque symétrique. En revanche, si l'on considère l'intérieur du corps, la symétrie fait parfois défaut. Symétrie et asymétrie. Ce détail n'est pas sans importance. Selon Bichat, les organes disposés en asymétrie assurent la vie. Ceux qui sont disposés en symétrie assurent la vie de relation et perpétuent l'espèce. L'œil, le cerveau, la moelle, les organes génitaux sont symétriques, le foie ou la rate ne le sont pas. En ce qui concerne le cerveau, on distingue maintenant une asymétrie des lobes. Asymétrie qui n'est pas neutre puisque les anthropologues y distinguent à l'occasion du moulage interne des boîtes crâniennes fossiles les formes correspondant, sur l'hémisphère gauche,
aux aires du langage ou ce qui deviendra les aires de Broca et de Wernicke au cours de l'évolution, car il n'est pas avéré que ces aires aient toujours eu cette fonction. Elles ont pu être réutilisées pour d'autres usages comme chez le macaque. On ne peut pas dire que la symétrie organique prépare la vie de relation d'un organisme, mais plutôt qu'elle en est l'un des fondements. Elle connaît des phénomènes de suppléance ou de compensation. À la prépondérance d'un membre inférieur correspond celle d'un membre supérieur du côté opposé. Il s'agit d'une compensation croisée. Les hommes utiliseront les propriétés de la symétrie pour eux-mêmes par l'invention de l'outil taillé dans la pierre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.